Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va entamer notre deuxième cours dans le cadre du module d'analyse des méthodes numériques. Et on va continuer à parler de réels et plus particulièrement de suites de nombres réels. Alors, avant d'aborder ce sujet précisément et d'avancer un petit peu dans le cours, j'aimerais tout d'abord revenir sur certains points du cours précédent parce que je considère qu'il est probable que j'ai été un peu rapide sur certains points et donc j'aimerais un petit peu les préciser. Donc les points que je souhaiterais revoir, c'est avant tout la construction des nombres réels. Donc on va revoir un petit peu comment sont construits les nombres réels. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on va introduire un nouveau nombre. Alors, on a déjà étudié deux réels, donc pi et racine carrée de 2. Donc je vous rappelle, ce n'est pas des nombres rationnels. Donc leur particularité, c'est qu'ils vont être définis par une suite de nombres, une suite d'approximations. On ne peut pas écrire la valeur exacte de pi, ni même écrire la valeur exacte de racine carrée de 2. Alors ce nouveau nombre, ça va être le nombre de l'air, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Et il a une grande importance en analyse. Autant pi, c'est le nombre de la constante mathématique de la géométrie, autant le nombre de l'air, c'est la constante mathématique de l'analyse. Et ensuite, on va étudier certaines propriétés de l'ensemble des réels, et plus particulièrement des suites de nombres réels. Voilà pour le programme. Donc on va commencer, comme je l'ai dit, par donner quelques petites précisions sur la construction de R. Et en fait, pour ça, on va s'intéresser à la construction d'un ensemble que vous connaissez encore mieux que l'ensemble des réels, qui est l'ensemble des antinaturels. Alors imaginons que vous soyez dans la situation suivante. Donc vous travaillez chez un maraîcher. Donc le maraîcher a préparé des corbeilles de fruits. Et votre rôle est de classer les corbeilles de fruits selon le nombre de fruits qu'elles contiennent. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et votre petit-neveu vous accompagne, il a 3 ans et il a beaucoup d'énergie. Et vous aimeriez bien un petit peu le canaliser. Et puis, comme il y a beaucoup de corbeilles de fruits, s'il pouvait vous aider, ce serait quand même pas mal. Alors malheureusement, il ne s'est pas compté, évidemment, il a 3 ans. Alors bon, vous êtes un petit peu embêté, vous dites, bon, je peux peut-être lui apprendre à compter, mais certaines corbeilles de fruits contiennent une vingtaine de fruits, donc c'est un petit peu... Il y a peu de chances que vous réussissiez à lui apprendre à compter en un petit laps de temps. Mais donc vous voulez quand même présenter une procédure simple qui puisse s'appliquer, qui lui permette de classer les corbeilles de fruits selon le nombre de fruits qu'elles contiennent. Donc vous avez l'idée suivante, vous allez lui expliquer une petite procédure qui consiste simplement à vérifier si deux corbeilles de fruits sont appariables. Et si elles sont appariables, vous lui dites, bon, elles sont appariables, tu les mets dans la même boîte, tu les ranges dans la même boîte. Alors appariable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si vous avez deux corbeilles de fruits, vous pouvez apparier 2 à 2 les corbeilles de fruits, les fruits d'une corbeille avec les fruits de l'autre corbeille. Donc par exemple, pour ces deux corbeilles-là, on peut associer la banane avec la banane, on peut associer l'orange avec l'orange, on peut associer la grappe de raisin avec la grappe de raisin, on peut associer la poire avec la poire, et on peut associer la pomme avec la pomme. Bon, alors là, c'était très simple comme procédure, puisque en fait, c'est exactement les deux mêmes corbeilles de fruits, il y a exactement les mêmes corbeilles de fruits dans l'une et dans l'autre. Donc il y a déjà deux propriétés pour cette relation. Donc la première propriété de cette relation, c'est qu'elle est symétrique. Vous voyez que ce qu'on a fait, ce qui signifie que si vous échangez le rôle des deux corbeilles dans votre procédure pour vérifier si elles sont appariables ou non, vous obtenez exactement le même résultat. De plus, c'est une procédure qui est réflexive, c'est-à-dire que là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut apparier une corbeille de fruits avec elle-même. En fait, c'est exactement la même corbeille de fruits. Là, dans ce cas-là, elles contiennent les mêmes fruits. Donc, une corbeille de fruits est appariable avec elle-même. Donc, on fait un peu de maths, donc on donne des noms à ces propriétés. Donc, une propriété, c'est symétrie. Si
la corbeille de fruits A est appariable avec la corbeille de fruits B, la corbeille de fruits B est appariable avec la corbeille de fruits A, et toute corbeille de fruits est appariable avec elle-même. Très bien. Alors vous continuez les exemples, vous présentez une nouvelle, vous attrapez une nouvelle corbeille de fruits, et puis vous voyez avec votre petit-neveu s'il peut apparier la deuxième corbeille de fruits avec la troisième. Donc il va apparier la banane avec la banane, il va apparier la pomme avec la pomme, il va apparier la poire avec la poire, l'orange avec l'orange. Puis là, il peut peut-être hésiter parce qu'il n'y a pas de raisin avec qui est-ce qu'il va apparier le raisin, et vous lui expliquez, non, mais on se moque de la nature des fruits, on peut apparier n'importe quel fruit avec n'importe quel fruit. L'important, c'est qu'il soit appariable 2 à 2. Alors, donc, du coup, il va apparier la grappe de raisin avec la poire, et puis il est content, il dit oui, bon, bah, c'est bon. La deuxième corbeille de fruits est également appariable avec la troisième. Et là, il y a une propriété qui est intéressante, c'est maintenant qu'on a pu apparier la deuxième et la troisième corbeille de fruits, il s'avère aussi que la troisième corbeille de fruits est appariable avec la première. Ce n'est pas la peine de vérifier qu'on puisse associer la première corbeille de fruits à la deuxième corbeille de fruits. En effet, on a automatiquement une manière d'apparier les deux de manière successive. On apparie d'abord la première avec la deuxième, puis la deuxième avec la troisième, ce qui nous donne un moyen d'apparier directement la première avec la troisième sans même avoir à faire d'opérations supplémentaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la transitivité. Donc on a défini une relation qui est symétrique, réflexive et transitive, et en mathématiques, on appelle ça une relation d'équivalence. C'est quelque chose que vous avez déjà vu au premier semestre. Donc on est tout content, on a traité nos 3 premières corbeilles de fruits, on les a toutes mises dans une même boîte parce qu'on a réussi à toutes les apparier les unes avec les autres. Bon, vous prenez une 4e corbeille de fruits, et vous demandez à votre neveu de faire la même procédure. Donc il va associer la banane avec la banane, l'orange il va l'associer avec la pomme, la grappe de raisin avec une pomme aussi, la poire avec la grappe de raisin, puis là il se retrouve avec une pomme, mais il ne peut pas l'apparier avec quoi que ce soit dans la corbeille de fruits dans la nouvelle corbeille de fruits. Bon, c'est pas grave, à ce moment-là on met notre nouvelle corbeille de fruits dans une nouvelle boîte, et on continue. Donc maintenant, si on formalise un petit peu tout ça, on va dire que les corbeilles de fruits, c'est un ensemble, c'est l'ensemble qu'on va noter C, comme corbeille de fruits. La variabilité, c'est la relation d'équivalence, qu'on va noter R, donc c'est une relation qui est symétrique, réflexive et transitive. Je vous rappelle, symétrique, ça veut dire que toute corbeille de fruits est invariable avec elle-même, réflexive, c'est réflexive, c'est toute corbeille de fruits est appariable avec elle-même. Symétrique, ça veut dire que si une corbeille de fruits A est appariable avec une corbeille de fruits B, la corbeille de fruits B est également appariable avec la corbeille de fruits A. Et transitive, c'est si la corbeille de fruits A est appariable avec la corbeille de fruits B et la B est appariable avec la C, forcément la A est aussi appariable avec la C. Et si on vérifie ces 3 conditions, c'est assez facile de voir qu'elles sont absolument nécessaires pour pouvoir faire cette opération-là, on peut réussir à ranger les corbeilles de fruits selon le fait qu'elles soient appariables ou non, donc en groupe de corbeilles de fruits appariables les unes avec les autres. Et cette chose-là, on dit que c'est une classe d'équivalence, donc notre boîte de rangement c'est classe d'équivalence, et on note C, donc l'ensemble des corbeilles de fruits, quotienté, alors le quotient ça se note avec une barre oblique, par la relation d'équivalence R. Voilà. Donc maintenant que vous avez appris cette procédure à votre neveu, vous le laissez travailler, il est très content, il est très occupé, il trouve ça très rigolo, donc il commence à prendre sa première corbeille de fruits, dans laquelle en l'occurrence il y a 2 fruits, mais lui il ne sait pas ce que c'est que 2. Donc là pour l'instant il met ça dans n'importe quelle boîte parce que toutes les boîtes sont vides. Il prend une nouvelle corbeille de fruits, il peut vérifier que cette corbeille de fruits n'est pas appariable avec celle qu'il vient de ranger, donc il la place encore dans une nouvelle boîte. Il a encore une nouvelle corbeille, elle est appariable dans aucune des boîtes contenant des corbeilles pour le moment, donc il place ça à nouveau dans une nouvelle boîte de rangement.
Et il continue ainsi. Donc là, par contre, il se trouve avec une corbeille de fruits et il voit qu'il peut apparier cette corbeille avec la corbeille de fruits qu'il a déjà rangée dans la première boîte. Donc, il met cette corbeille de fruits dans la première boîte. Maintenant, il a une nouvelle corbeille avec juste un unique fruit. Donc, bon, pour l'instant, il ne peut l'apparier avec aucune des boîtes contenant des corbeilles actuellement. Donc, il met ça dans une nouvelle boîte. Et il en a encore un fruit, une corbeille avec un seul fruit. Donc ça, il peut la mettre dans la dernière boîte. Celle-là, il voit qu'il peut l'apparier avec la corbeille de la première boîte. Alors, vous voyez bien qu'il peut l'apparier à chaque fois avec une seule boîte. Il n'y a pas d'alternative possible. Alors, il a une corbeille de fruits vide. Donc, la corbeille de fruits vide, il peut l'apparier avec aucune des corbeilles déjà rangées. Donc, il la place dans sa boîte spéciale. La corbeille vide, elle a sa boîte à elle. Puis, il continue ainsi. Donc, on ne va pas faire la procédure, vous avez compris. J'imagine. Voilà. Et donc, il a réussi à ranger toutes les corbeilles de fruits. Donc, vous vérifiez qu'il a bien travaillé, vous êtes très fier de lui, etc. Et maintenant, vous allez placer des étiquettes sur les boîtes pour désigner le nombre de fruits que contiennent chacune des boîtes. Vous savez compter, donc vous pouvez le faire. Ça. Donc, vous allez mettre une étiquette 5 sur la première boîte, 3 sur la deuxième boîte, 0 sur la troisième boîte, 2 sur l'avant-dernière boîte et 1 sur la dernière boîte. Alors, vous auriez pu utiliser n'importe quel symbole. C'est juste des noms qu'on donne aux boîtes. On aurait pu les appeler n'importe comment. Par exemple, 5 fruits, on aurait pu dire que c'est la corbeille familiale. 3 fruits, je ne sais pas moi, la corbeille pour la journée. 2 fruits, la corbeille minute, je ne sais quoi. Très bien. On leur donne des symboles. Donc, en l'occurrence, ici, 5, 3, 0, 2 et 1. Et puis là, vous vous dites, bon, mon neveu, il m'a bien aidé, il n'est pas idiot, je vais essayer de lui apprendre ce que c'est que l'addition. Ah oui. Alors, avant de passer à ça, vous constatez que en faisant ça, en fait, on a introduit la notion de nombre. Les nombres, qu'est-ce que c'est? C'est juste les boîtes de rangement. Les boîtes de rangement, c'est ces nombres. Ça peut représenter les nombres. Et c'est une classe d'équivalence, donc les corbeilles quotientées par la relation d'équivalence qui est le fait qu'on puisse apparier ou non les corbeilles de fruits entre elles. Donc comme votre neveu est pas idiot, vous allez dire, moi je vais lui apprendre comment additionner, la notion d'addition. Donc vous lui expliquez la chose suivante, pour additionner les corbeilles de fruits, c'est simple, tu prends 2 corbeilles de fruits, et puis tu prends une troisième corbeille, tu mets tous les fruits de tes 2 corbeilles dans cette troisième corbeille, et ça te définit l'addition entre tes 2 corbeilles de fruits initiales. Voilà, ça c'est super. Mais là, ce n'est pas vraiment de l'addition. Ce que vous avez défini, c'est juste une union des corbeilles de fruits. L'addition, ce n'est pas sur les corbeilles de fruits, c'est sur les nombres. Vous dites, mais ça, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a défini cette opération d'union sur les corbeilles, ça nous définit une addition sur les nombres. Par exemple, la première corbeille de fruits ici, elle appartient à la boîte de rangement numéro 2. C'est 2. La deuxième corbeille de fruits, elle appartient à la boîte de rangement que j'ai numérotée 3. C'est 3. Et la dernière corbeille de fruits, c'est la boîte de rangement que j'ai labellisée 5. Donc c'est 5. Et donc on dit qu'on a 2 plus 3 égale 5. Vous voyez que vous avez le droit d'écrire ça parce que le résultat de l'opération, c'est-à-dire quand vous faites l'union de 2 corbeilles de fruits, c'est indépendant des corbeilles que vous piochez dans chacune des boîtes. C'est-à-dire, quelle que soit la corbeille de fruits que vous piochez dans la boîte 2, quelle que soit la corbeille de fruits que vous piochez dans la boîte 3, lorsque vous faites l'union, vous obtiendrez toujours une corbeille de fruits qui appartient à la boîte 5, peu importe la manière dont vous procédez. Donc, cette opération d'union sur
les classes d'équivalence, maintenant, elle est indépendante des représentants que vous avez choisis. Et c'est pour ça qu'on peut définir l'addition. Bon, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la manière dont on a construit les réels, c'est exactement la même chose, l'ensemble des nombres réels. Donc on peut faire un parallèle entre la construction des nombres entiers basés sur les corbeilles de fruits et leur appariabilité, et sur la construction des réels. Donc c'est exactement la même structure. On a, sur le plan formel, dans les deux cas, on fait exactement la même chose. Mais c'est un des trucs qui est justement assez puissant en maths, vous voyez. On a pris une situation qui est assez naturelle, c'est-à-dire définir les nombres à partir du nombre d'éléments que contiennent des ensembles, qui sont en l'occurrence nos corbeilles de fruits, et puis une relation entre eux. Donc c'est assez simple à définir. Et on a défini un nouvel ensemble, qui est l'ensemble des boîtes, qui est vraiment notre ensemble de nombres, comme un espace quotient des corbeilles de fruits par la relation d'appariabilité. Pour la construction des réels, on a fait la même chose, sauf que nos éléments sont un petit peu plus compliqués. Donc, dans le cas de la construction des nombres entiers, notre ensemble, c'est les corbeilles de fruits. Dans le cas de la construction des réels, c'est des suites de Cauchy de Q. Donc, des suites de Cauchy de Q, j'ai rappelé ce que c'était. C'est des suites d'éléments un d'éléments de Q, telles que la limite de un moins um, quand n et m tendent vers l'infini, c'est 0. Ce qui signifie que lorsque l'indice n et m sont très grands, les termes de la suite un et um sont très proches l'un de l'autre. La relation d'équivalence, dans le cas des périodes des corbeilles de fruits, c'est savoir si elles sont appariables ou non. Essentiellement, ça vous dit si oui ou non elles contiennent le nombre d'éléments, même nombre d'éléments. Et dans le cadre de la construction de R, c'est savoir si la limite de la suite un moins vn, où un et vn c'est les deux suites que j'essaye de comparer l'une l'autre, est ou non nulle. Et ça, essentiellement, ça vous dit que la limite de un, c'est égal à la limite de vn. Sauf qu'à ce stade-là, en fait, on n'a pas le droit d'écrire limite de un égale limite de vn parce qu'on n'a pas défini ce que c'était que la limite d'une suite qui ne convergeait pas dans Q, puisque ces deux suites vont converger dans R et non dans Q. Et enfin, le quotient de notre ensemble par notre relation d'équivalence. Dans le premier cas, c'est les nombres entiers, et dans le deuxième cas, on appelle ça l'ensemble des nombres réels. Donc les boîtes, dans un cas, c'est les nombres entiers, et dans les boîtes de rangement, et dans l'autre cas, c'est l'ensemble des réels. Et alors, ce qu'on peut vérifier également, c'est que de la même manière qu'on l'a fait pour les nombres, on peut définir à l'aide, donc on a une opération sur les corbeilles qui est l'union des corbeilles. Avec cette opération d'union sur les corbeilles, on peut définir une notion d'addition sur les nombres. C'est la même chose pour les nombres réels. On peut définir une notion d'addition sur les suites de Cauchy, ou sur les suites en général d'ailleurs, et on peut étendre cette notion d'addition sur l'ensemble des réels. Et pourquoi est-ce que ça marche? Essentiellement parce que si vous prenez deux suites de Cauchy et que vous les additionnez, le résultat que vous obtenez en termes de classe d'équivalence ne va pas dépendre des représentants que vous avez choisis comme suite de Cauchy. De la même manière que lorsque vous cherchez à additionner deux nombres, le résultat que vous obtenez quand vous faites l'union de deux corbeilles, en termes de classe d'équivalence, il va être indépendant du choix des corbeilles que vous effectuez. C'est le même procédé. Et puis bon, on peut aussi définir la notion de multiplication, c'est totalement similaire, donc là je ne sais pas expliquer, mais par exemple sur les corbeilles de fruits, vous pourriez également définir une opération de multiplication et vérifier qu'effectivement elle est indépendante. Le résultat que vous obtenez en termes de boîte de rangement ne va pas dépendre du type de corbeille de fruits que vous piochez. Voilà, donc ça c'était pour vous réexpliquer un petit peu comment sont construits les réels et le lien avec les classes d'équivalence. Donc c'est pas formellement, c'est pas plus compliqué que le fait de compter le nombre d'éléments d'une corbeille de fruits et d'associer des nombres à des corbeilles de fruits.
Alors maintenant, on va passer à au deuxième stade. Donc je vous ai dit, je voulais vous introduire un nouveau nombre qui a été inventé par Jacques Bernoulli, une nouvelle constante mathématique qui est fondamentale en mathématiques, qu'on appelle le nombre de Lair. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle actuellement? Bon, d'une part, c'est la constante fondamentale de l'analyse, donc c'est bien d'en entendre parler. Et d'autre part, ça permet de justifier un petit peu ce qu'on va voir par la suite. C'est-à-dire que, pour le moment, ça intéressé à deux nombres, donc pi et racine de 2. Et pi et racine de 2, ils ont une nature géométrique relativement concrète. Donc pi, je vous rappelle, c'est l'aire du disque unité, ou c'est également la moitié du périmètre d'un disque de rayon 1. Donc ça, vous savez tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir pourquoi ces deux nombres sont égaux. Donc c'est basé sur une construction géométrique. Et la racine carrée de 2, c'est la diagonale, peut être définie comme la diagonale du carré unité. Donc le fait que ces nombres existent et une réalité relativement concrète, oui, ils ont une réalité concrète de par leur nature géométrique. Mais Jacques Bernoulli, il a inventé un nombre qui n'a pas du tout, a priori, de représentation géométrique quelconque. Ce n'est pas une longueur, ce n'est pas un périmètre, ce n'est pas un aire, c'est pas rien de tout ça. Et du coup, afin de donner un sens à ce nombre, la seule manière de procéder, c'est vraiment de le considérer comme un nombre réel et de montrer qu'il est obtenu par une suite d'approximations. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, Jacques Bernoulli, c'était un scientifique suisse du XVIIe, XVIIIe siècle. Et comme tout Suisse qui se respecte, il était intéressé par tout ce qui était d'ordre bancaire, déjà à l'époque. Et alors, donc, Jacques Bernoulli, il a montré que la suite 1 plus 1 sur n exposant n convergeait vers un certain nombre qu'il a appelé B, en tout cas dans ses notes. B comme Bernoulli, probablement, puisqu'il avait bien conscience que ce nombre avait une certaine forme d'importance. Alors, comment ce nombre est-il construit et d'où vient-il? Alors voilà un petit peu l'histoire. Alors imaginez que vous êtes en Suisse au XVIIIe siècle et un de vos objectifs c'est quand même de gagner de l'argent. Et vous avez l'idée suivante. Vous dites, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter de l'argent à une banque et cet argent, je vais le prêter à nous. Et mon but, c'est de gagner de l'argent. Alors, on va prendre un exemple simple. On va supposer que le taux d'intérêt auquel vous empruntez, c'est un taux d'intérêt de 100% sur l'année. Bon, c'est quand même exagéré, en général, ce n'est pas le cas. Mais supposons que ce soit le cas pour simplifier. Donc, si c'est le cas, vous empruntez une somme S et au bout d'une année, vous devez rembourser la somme S en question, plus les intérêts. Et si les intérêts sont de 100%, c'est à nouveau la somme S. Donc, vous allez rembourser la somme S facteur de 1 plus 1. Bon, très bien. Alors maintenant, comment est-ce que vous avez l'intention de gagner de l'argent? Votre idée, c'est de dire, ce que je vais faire, c'est que je vais reprêter cet argent, mais je vais la prêter sur des durées plus courtes. C'est-à-dire que vous allez non pas la prêter sur une année complète, mais vous allez la prêter sur 6 mois. Évidemment, si vous la prêtez sur une année, vous n'allez jamais pouvoir gagner de l'argent parce que si vous la prêtez à un taux supérieur à 100%, personne ne va aller chez vous parce qu'ils vont aller directement à la banque. Donc, vous proposez un nouveau prêt de 6 mois. Et ça vous semble raisonnable, en tout cas, vous trouvez des clients pour emprunter à 50% sur 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, les personnes à qui vous prêtez de l'argent doivent vous rembourser 50% de la somme, ce qui semble raisonnable puisque sur un an, le taux est de 100%. Donc, du coup, au bout d'une année, vous avez récupéré auprès des personnes auxquelles vous avez prêté votre argent, S, la somme que vous leur avez prêtée fois 1 plus 1,5, qui correspond à la somme que vous avez empruntée. Alors ça, c'est ce que vous récupérez au bout de 6 mois. Donc vous récupérez la somme que vous avez prêtée, plus 50% d'intérêt. Et puis, vous reprêtez cet argent. Et à nouveau, la somme d'argent que vous prêtez va être multipliée par 1 plus 1,5, c'est-à-dire 1 plus 1,5 au carré.
Et donc, si ce nombre 1 plus 1,5 au carré est plus grand que 2, bah, vous avez gagné de l'argent. Ce n'est pas très compliqué de faire le calcul. 1 plus 1,5 au carré, on peut le faire. Donc 1 plus 1,5, ça fait 3,5. Si vous le mettez au carré, bon, bah, ça fait 9 quarts. Et 9 quarts, bah, c'est plus grand que 2. Hein. Un peu plus grand que 2. C'est 2 plus 1 quart précisément. Donc dans cette opération, vous avez quand même fait un gain de 25% sur la somme S que vous aviez empruntée auprès de la banque. Donc là, vous êtes très content. Au bout d'un an, vous avez gagné pas mal d'argent quand même. Enfin, ça dépend de la somme que vous avez empruntée, mais si vous avez emprunté une grosse somme, c'est le cas. Et puis vous dites, bah, je vais recommencer l'année prochaine, je vais faire le même procédé, je vais remprunter de l'argent à la banque et je vais le reprêter. Alors là, vous avez une idée un petit peu subtile, c'est vous dites, mais pourquoi est-ce que je vais faire des... Je peux peut-être faire encore plus rusé que précédemment, c'est-à-dire au lieu de faire des prêts sur 6 mois, je vais faire des prêts sur 4 mois. Et donc sur 4 mois, le taux d'intérêt que je vais percevoir, c'est un taux d'intérêt de 33,33%, un tiers. Et donc, ce que vous allez pouvoir récupérer au bout d'un an, c'est S facteur de 1 plus 1 tiers. Donc ça, c'est la somme que vous avez prêtée plus un tiers d'intérêt qui vont vous être remboursés au bout de 4 mois. Les 4 mois suivants, votre somme investie ou prêtée va être multipliée à nouveau par ce même coefficient 1 plus 1 tiers. Et puis à nouveau la même chose pour les derniers 4 mois. Et donc au final, ce que vous allez récupérer, c'est la somme S facteur de 1 plus 1 tiers exposant 3. Et on peut vérifier sans trop de mal que, à nouveau, c'est supérieur à la somme 2 plus 1 quart de la fois précédente. Donc vous gagnez encore plus d'argent qu'avant. Alors là, vous êtes extrêmement content, vous dites ça c'est vraiment fantastique. Et vous dites, il n'y a aucune raison de s'arrêter. En fait, je vais faire des micro-prêts en termes de durée. Donc, je vais diviser l'année en de tout petits intervalles, donc en grand N intervalles sur 12 mois. Donc, ça peut être même des intérêts pour une journée. Et puis, le taux d'intérêt que je vais appliquer, c'est le nombre d'intervalles en lesquels j'ai divisé l'année. Et ce que je vais gagner, c'est S facteur de 1 plus 1 sur N, okay, donc toujours la somme initiale plus les intérêts, et je vais faire ça N fois. Donc N fois, ça veut dire que je vais faire N multiplications de ce type-là. Et donc à la fin de l'année, je vais récupérer S facteur de 1 plus 1 sur N puissance N. Et on a bien conscience que vous avez probablement compris que plus N est grand, plus la somme que vous allez récupérer est importante. Donc une question que vous êtes susceptible de vous poser, c'est de savoir jusqu'où ça peut aller. Peut-être que si je fais tendre petit n vers l'infini, c'est-à-dire que si je divise dans des intervalles extrêmement petits, la somme que je vais gagner va devenir infinie. Or, non, elle ne devient pas infinie, ça converge vers quelque chose, et ce quelque chose, c'est ce fameux nombre d'Euler. Donc évidemment, là, vous voyez, il n'y a ce nombre-là, donc la limite de 1 plus 1 sur n exposant n, et pas du tout basé sur des notions d'ordre géométrique. Donc il nous faut bien des théorèmes pour montrer que effectivement cette suite converge vers un nombre, entre guillemets concret, qu'on appelle un nombre réel. Alors on a déjà des propriétés importantes de cette suite. On a déjà vu, en tout cas intuitivement, on comprend que la suite est croissante, c'est-à-dire que plus vous prenez n grand, plus 1 plus 1 sur n exposant n, c'est-à-dire la quantité d'argent que vous allez gagner, est importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui reste à montrer, c'est le fait de vérifier que ça ne devient pas infini. Et on a bien conscience que si on a ces deux conditions-là, il est probable que la suite en question converge vers un nombre fini. Et ça, en fait, c'est des critères de convergence sur les suites réelles qu'on va voir tout à l'heure, qui est un critère de monotonie. Bref, donc cette suite converge vers quelque chose, et M. Bernoulli l'a appelé B. Alors, quelques années après, un certain Léonard Euler, qui lui a vécu au XVIIIe siècle et qui est peut-être l'un des mathématiciens les plus géniaux de tous les temps, a bien
perçu que ce nombre d'Euler avait une certaine forme d'importance et il a fait pas mal de travaux sur l'étude des propriétés de ce nombre, qui ne s'appelait pas nombre d'Euler évidemment à l'époque, mais qui a été rebaptisé par Euler. Il trouvait que B comme Bernoulli c'était pas terrible et il a rebaptisé E comme Euler. Bon, a priori, il semblerait qu'il n'ait pas rebaptisé E comme Euler, enfin d'après son nom, mais bon, on peut quand même avoir un sérieux doute sur la question. Toujours est-il que maintenant, il est connu comme étant le nombre d'Euler. Voilà pour un petit peu l'histoire. Il n'y a quasiment que deux constantes mathématiques non triviales qui sont pi et e, et le nombre d'Euler devrait s'appeler finalement nombre de Bernoulli. Il a été piqué par Euler à Bernoulli. Donc comme je l'ai dit, maintenant ce on pourrait s'intéresser essentiellement, c'est aux propriétés des suites convergentes de R, et en particulier ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir montrer que des suites de réels sont effectivement convergentes. Et donc il nous faut des critères pour ça, pour déterminer si une suite ou non est convergente. Alors je vous rappelle d'abord ce que ça signifie qu'une suite est convergente. Donc on avait vu la convergence des suites pour les suites formées de rationnels, c'est-à-dire où chaque terme est un rationnel, mais la définition qu'on a donnée pour la convergence des suites de rationnels, c'est exactement la même dans le cadre des nombres réels. Donc on va dire que U, c'est la limite de la suite UN, lorsque n tend vers l'infini. Si et seulement si, donc le signe avec une double flèche, c'est une relation d'équivalence, qui peut se dire aussi si et seulement si. Si et seulement si, donc pour tout epsilon, donc le A renversé avec la tête en bas, ça se lit pour tout, c'est un quantificateur. Donc pour tout nombre réel epsilon strictement positif, il existe un entier grand N, tel que quel que soit petit n plus grand que grand N, la valeur absolue de un moins u est plus petite que epsilon. Et on a une autre notation à l'aide d'une flèche plutôt que la notion de limite. On va dire que un va se lire plutôt un tend vers u lorsque n tend vers l'infini. Un petit commentaire sur la définition précédente. Moralement, qu'est-ce que ça signifie? Donc la valeur absolue de un moins u, ça mesure la distance entre un et u. Et ce que nous dit la définition, c'est que cette distance est plus petite que epsilon, où epsilon est choisi de manière arbitraire. Vous choisissez n'importe quel epsilon, vous pouvez toujours trouver un rang, donc le rang en question c'est le grand N, à partir duquel, c'est-à-dire que pour tout indice supérieur à ce rang, on a que la distance entre un et u est plus petite que epsilon. Alors quelques propriétés de base sur les limites. En général, il s'avère qu'on ne va pas démontrer pour toutes les suites dont on souhaite calculer la limite, on ne va pas nécessairement utiliser la définition de base que je viens de donner pour prouver que cette suite en question converge pour calculer sa limite. Donc, première propriété, si vous avez deux suites UN et VN convergentes dont les limites sont limite de UN et limite de VN, la limite de U plus VN, donc de la suite constituée par la somme des deux suites en question, c'est la limite de UN plus la limite de VN. C'est la même histoire pour le produit. Si vous avez deux suites UN et VN convergentes, la limite de UN fois VN, c'est la limite de UN fois la limite de VN. Et enfin, vous avez également la même histoire si vous faites la limite de UN sur VN. Pourvu que la limite de VN ne soit pas 0, la limite de UN sur Vn, c'est égal à la limite de UN divisé par la limite de Vn. Donc ça ne marche que si la limite de Vn n'est pas nulle. C'est un petit peu évident, sinon le terme de droite n'a aucun sens. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc pourvu que cette relation ait un sens, elle est valable. Ok, donc là on a parlé des suites convergentes, mais il n'y a pas que des suites convergentes, il y a des suites aussi qui ne convergent pas. Et les suites qui ne convergent pas, on appelle ça des suites divergentes. Alors, une suite divergente, c'est juste qu'elle est non convergente, c'est assez simple. Alors, on va essayer de donner une définition
des suites divergentes telles que, de la même manière qu'on a donné une définition des suites convergentes. Donc, dire qu'une suite est convergente, c'est dire qu'elle admet une limite. Okay, donc, il existe un U dans R tel que la limite de la suite UN soit égale à U. Donc, pour trouver une définition du fait que les suites soient divergentes, il suffit de prendre la négation de cette proposition. Donc UN va être une suite divergente si cette proposition est fausse ou si sa négation est vraie. Donc on va écrire la négation de cette proposition. C'est quelque chose que vous avez déjà fait également au premier semestre, donc je vous rappelle un petit peu comment ça marche. Donc quand on fait la négation d'une proposition, on parcourt la proposition en commençant du début jusqu'à la fin. Et ce qui se passe, c'est que si on rencontre un quantificateur, il existe, on va le transformer en quel que soit. Tout quantificateur, quel que soit, va être au contraire transformé en un quantificateur, il existe. Et dès qu'on rencontre une proposition, on remplace par la négation de la proposition en question. Donc, le premier terme de mon expression, c'est il existe U appartient à R, donc j'ai un il existe, je vais le remplacer par un quel que soit. Alors, faites bien attention, on ne va pas remplacer ça par quel que soit U n'appartenant pas à R. De toute façon, ça n'aurait aucun sens en soi. Quel que soit quelque chose n'appartenant pas à un ensemble donné, ça fait beaucoup de choses. Donc non, on change juste le quantificateur. Par contre, le signe d'appartenance est inchangé. Ensuite, quel que soit epsilon positif, ça va devenir à il existe epsilon positif. Quel que soit, il existe grand N appartenant à l'ensemble des nombres entiers, ça va devenir quel que soit grand N appartenant au nombre entier. Bon, pareil pour le dernier, donc on a un quel que soit qu'on transforme en il existe. Et puis on finit avec une proposition, vous voyez, là il n'y a plus de quantificateur, donc valeur absolue de UN-U strictement inférieure à epsilon, et donc ça on remplace par la négation de cette proposition, donc dire que quelque chose est plus petit que epsilon, la négation ça veut dire que c'est plus grand, et là en l'occurrence supérieur ou égal à epsilon. Voilà, donc ça c'est la définition d'une suite convergente en termes de quantificateur, enfin c'est la proposition. Donc, dire qu'une suite est divergente, c'est une suite qui vérifie la proposition en rouge qui est représentée ici. Alors il y a certaines suites divergentes qui ont des propriétés particulières. On va dire qu'elles ont quand même une limite. C'est pas parce que vous êtes une suite divergente que vous n'avez pas de limite. On étend la notion de limite en introduisant un nouveau symbole qui est le symbole infini. Vous l'avez déjà vu par ailleurs. Et on va dire que la limite de UN est égale à plus l'infini si moralement elle devient aussi grande qu'on le souhaite. À partir d'un certain rang, elle est aussi grande qu'on le veut. Okay. Donc, comment est-ce qu'on va formaliser ça sur le plan mathématique? Ça veut dire que quelle que soit la valeur de m qu'on se donne, il existe un rang, grand N, à partir duquel, c'est-à-dire tel que pour tout indice petit n plus grand que grand N, la valeur de la suite UN va être strictement plus grande que m. Même si m c'est 1 milliard, si on prend petit n assez grand, on va avoir un indice n plus grand que 1 milliard. Évidemment, la même définition va fonctionner on peut avoir une limite de UN vers plus l'infini ou une limite de UN vers moins l'infini. Donc vous voyez, l'infini, c'est une sorte de 8 couché, vous l'avez déjà vu probablement avant comme symbole, ça s'appelle une lemniscate. Et donc on va dire au contraire que la limite de UN, donc c'est moins l'infini, si ça devient plus petit que n'importe quel nombre réel à partir d'un certain rang. Donc c'est à peu près la même définition, sauf que j'ai fait une erreur dans l'énoncé. Alors attendez, excuse-moi, je vais mettre en pause et changer ça. On va dire que la limite de UN c'est moins l'infini si pour tout
borne M, il existe un entier n, tel que pour tout indice plus grand que ce rang grand N, on a que un est strictement plus petit cette fois que m, au lieu de strictement plus grand. Donc ça a juste changé le signe de la dernière inégalité. Alors on a quelques règles de calcul sur ces quantités infinies. Donc la première règle de calcul, c'est l'infini plus l'infini égale l'infini. Alors comment est-ce qu'il faut lire cette chose-là? Ça traduit le fait que si vous avez deux suites un et vn qui tendent vers l'infini, la limite de la suite un plus vn, ça va être également plus l'infini. De la même manière, on a l'infini fois l'infini, c'est égal à l'infini, c'est-à-dire si vous avez une suite qui converge vers l'infini, une autre suite vn qui converge également vers l'infini, la suite produit vn converge également vers l'infini. Alors d'autres règles du même genre, 1 divisé par l'infini, ça va faire 0, 1 divisé par 0 plus, c'est égal à l'infini, donc 0 plus, ça signifie, c'est une suite qui converge vers 0, une suite positive qui converge vers 0, et 0 exposant à l'infini, c'est 0. Donc c'est à peu près les seules règles de calcul applicables qu'on a. J'ai pas mis le fait qu'une constante fois l'infini, c'était également l'infini, ou qu'une constante plus l'infini, c'était également l'infini. Alors au niveau des... Alors il y a certains... Par contre, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Vous savez, par exemple, pour les nombres réels, on n'a pas le droit de diviser un nombre réel par 0. Et avec l'infini, il y a encore plus de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, par exemple, on n'a pas le droit de soustraire l'infini moins l'infini. L'infini moins l'infini, ça n'a pas de valeur déterminée. Alors, si vous prenez deux suites un et vn, toutes deux convergeant vers l'infini, si vous considérez la limite de la suite un moins vn, elle n'est pas déterminée simplement par le fait de savoir que un et vn tendent vers l'infini. Il faut plus d'informations pour potentiellement pouvoir calculer la limite de un moins vn si cette limite existe d'ailleurs. C'est la même chose lorsque vous faites le produit de l'infini fois 0. Vous ne pouvez pas connaître a priori le résultat. Donc si vous avez deux suites, un et vn, l'une tendant vers l'infini et vn tendant vers 0, vous n'avez aucune information a priori pour savoir si la suite produit un fois vn est convergente et vers quoi elle converge. Donc voilà, c'est la même chose pour l'infini divisé par l'infini, par 0 divisé par 0, 0 exposant 0, l'infini exposant 0. Alors maintenant, on va donner quelques exemples simples, mais vraiment très simples, juste deux exemples, de suites convergentes et de suites divergentes. Donc les suites convergentes, on a déjà vu une suite convergente, la plus simple qu'on puisse imaginer, outre les suites constantes qui ne sont pas vraiment intéressantes, c'est la suite un égale 1 sur n, qui converge vers 0. Ça, c'est une suite convergente. Ensuite, vous avez une suite divergente, pas tout à fait triviale, qui est la suite alternée, un égale moins 1 exposant n. Donc ça, c'est une suite qui prend successivement les valeurs plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Et ça, comme on va le voir, c'est une suite divergente. Vous pouvez déjà bien avoir conscience qu'elle a tendance à pas trop se stabiliser autour d'un nombre. Et donc, en effet, ça ne peut pas être une suite convergente. Alors, on va montrer ces deux choses. On va montrer d'une part que la première suite, un égale 1 sur n, converge vers 0. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé lors du premier cours, mais j'aimerais bien revenir dessus. Et puis, on va aussi montrer que la suite alternée, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, est divergente. Donc, pour pouvoir prouver que la suite un égale 1 sur n est convergente, on utilise simplement la définition de la suite. Donc, la définition de la suite, c'est il existe un u, donc une limite. Donc, le u en question, c'est ce que ça va être, ça va être 0, tel que quel que soit epsilon, il existe grand n, à partir duquel on a, pour tout indice petit n plus grand n, un moins u plus petit que epsilon. Donc maintenant, comment est-ce qu'on effectue la démonstration? Donc, dès qu'il y a un il existe qui apparaît, il faut remplacer par une certaine valeur qu'on se donne. Donc là, moi je veux montrer que ça tend vers 0, donc je choisis u égale 0. Quel que soit epsilon positif, ça je peux, excusez-moi, ça je peux pas le changer. Donc pour tout epsilon positif que je me donne, je dois définir un grand n, donc qui peut dépendre de tout ce que j'ai introduit précédemment. Donc ça peut dépendre du u qui est égal à 0, ça peut dépendre du epsilon en question.
Et je choisis pour le grand N la partie entière de 1 sur epsilon. Donc, je fais 1 sur epsilon, je n'obtiens pas forcément un entier. Donc admettons que j'obtienne 2,75, donc la partie entière de 2,75 c'est juste 2, okay, c'est-à-dire que vous oubliez les décimales. Donc tel que, quel que soit petit n plus grand que grand N, donc ça je ne peux pas le changer, je veux avoir que un moins u est plus petit que epsilon. Donc là j'obtiens une proposition complète. Et si cette proposition est vraie, j'ai établi que la suite 1 sur n était convergente vers 0. Donc j'ai juste à vérifier que ce truc c'est vrai et que ça fonctionne. Donc ça c'est assez simple. Hein. Tout d'abord, la valeur absolue de 1 sur n moins 0, c'est juste 1 sur n. Et il faut que je vérifie que 1 sur n c'est bien plus petit que epsilon dès lors que petit n est plus grand que le grand n que je me suis donné en question. Alors là, il faut que je change un peu. Hein. Je vois que dans la définition de grand N, c'est 1 sur epsilon qui apparaît. Donc je vais diviser par epsilon et multiplier par petit n. Ce qui, où je prends l'inverse de l'inégalité précédente. Hein. Si je prends l'inverse, ça change le signe de l'inégalité, comme il se trouvait de positif. Et j'obtiens une nouvelle proposition qui est équivalente parfaitement à la précédente. Et cette proposition, elle est évidemment vraie. Hein. Si j'ai n qui est plus grand que grand N, qui est la partie entière de 1 sur epsilon, petit n est aussi plus grand que 1 sur epsilon. Donc c'est terminé. Donc cette dernière proposition, excuse-moi, je reviens, est triviale. Et donc on a établi que la suite un égale 1 sur n était en effet convergente vers 0. Alors avant de prouver le fait que la suite alternée moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 est divergente, je vais vous parler un petit peu de suite extraite ou sous-suite. Vous pouvez appeler, il y a deux termes différents, suite extraite ou sous-suite, qui sont équivalents. Et en fait, ça porte bien son nom. Son nom est censé bien indiquer ce que ça signifie. Par exemple, si on revient à l'exemple de la suite un égale 1 sur n, une sous-suite de la suite un peut consister à ne prendre parmi les éléments de la suite un que les termes pairs. Donc, on construit une nouvelle suite, qu'on a noté ici V1 10 n, qui est égale à 1 divisé par 2 fois n. Donc Vn, on va dire dans ce cas-là que c'est une sous-suite de un. Donc la suite 1 sur 2n, c'est une sous-suite de la suite 1 sur n. Alors maintenant, si on veut une définition rigoureuse, hein, on peut piocher autre chose que les nombres pairs. On peut piocher n'importe quels indices qu'on souhaite dans la suite un, n'importe quels éléments. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'on les pioche dans un ordre croissant. Okay, on ne peut pas faire une suite extraite en piochant par exemple d'abord le cinquième élément, puis le premier, puis le dixième, puis le deuxième. Il faut qu'on les prenne dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la suite initiale. On n'est simplement pas obligé de tous les prendre. Donc pour ça, si on veut formaliser un peu ça, ça signifie que la suite Vn, donc suite extraite de un, elle est de la forme U indice phi de n, où phi de n, c'est une application des indices vers les indices, c'est-à-dire de n dans n, et qui est croissante. Le fait qu'elle soit croissante, ça signifie qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Si on a pioché le dixième terme de la suite U, on ne peut pas piocher après le troisième terme. Alors croissante, c'est strictement croissante. J'aurais dû mettre strictement croissante. Parce qu'on ne peut pas non plus s'amuser à piocher 10 fois le même terme. Alors il y a une propriété relativement simple à démontrer qui est la suivante. Si la suite un est convergente, la suite extraite U indice phi n est également convergente et les deux suites ont la même limite. Et on peut directement appliquer cette propriété pour démontrer, c'est une manière de le faire, que la suite un égale moins 1 sur qui est égale à moins 1 exposant n, donc la suite alternée plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, est divergente. Pourquoi ça? Parce qu'on peut considérer deux suites extraites, donc la suite extraite de un en considérant uniquement les indices pairs, donc qui est la suite U indice de n. Donc si on choisit un terme pair, on obtient que pour les termes pairs, la suite un est tout le temps égale à 1. Donc évidemment, une constante égale à une suite constante qui prend tout le temps la valeur 1, elle converge vers 1. Et si on prend uniquement les termes impairs, on obtient la suite constante moins 5 qui converge vers moins 1.
Et donc ça vous dit nécessairement que d'après la propriété qu'on vient de voir sur les sous-suites, la suite UN ne peut pas être convergente. On peut raisonner par l'absurde, supposons que UN soit convergente, donc elle admet une certaine limite. Ensuite, U indice 2n et U indice 2n plus 1, ce sont deux suites extraites de la suite UN initiale. Donc d'après la proposition que je viens d'énoncer, elles vont toutes les deux converger vers la même limite qui est la limite de la suite UN. Mais comme elles convergent vers des limites différentes, ça signifie que non, c'est pas possible. La suite UN ne peut pas être une suite convergente. Du coup, c'est une suite divergente. Donc c'est une manière de montrer que la suite UN est divergente. On aurait pu évidemment faire une démonstration directe. Alors maintenant, je vais venir sur quelques propriétés des suites réelles. Et là, le but du jeu, c'est d'avoir des critères pour déterminer si la suite est convergente ou non. Donc il y a un premier critère de compacité qui donne tous l'intérêt à l'introduction de la notion de suite extraite. Alors qu'est-ce que c'est que la compacité? Alors je vous le donne ici, c'est si vous avez une suite UN qui est bornée dans R, donc bornée dans R, ça signifie qu'elle a, la suite UN, elle met un majorant et un minorant. En d'autres termes, les termes de la suite UN ne peuvent pas dépasser une certaine valeur ou bien devenir plus petits qu'une autre valeur. Donc, tous les termes de la suite UN sont contenus dans un intervalle borné. Donc si c'est le cas, elle admet nécessairement une sous-suite convergente. Ça, c'est vraiment très utile en optimisation notamment. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration formelle de ce théorème, mais je vais essayer de l'illustrer par une petite animation. J'espère que ce sera éclairant. Donc on va considérer une suite UN dont les termes sont contenus dans l'intervalle qui est représenté ici sur l'écran. Voilà, donc on suppose que c'est plus ou moins aléatoire et que les termes de la suite se répartissent tels qu'ils apparaissent sur l'écran. Alors je ne peux pas en faire une infinité, mais il faut imaginer que ce processus n'a pas de fin. Et ce qu'on constate, c'est quelle que soit la manière dont les termes de cette suite sont tirés, forcément, il va y avoir ce qu'on appelle des points d'accumulation. Vous voyez là, en l'occurrence, il y en a deux, c'est-à-dire il y a 2 points autour de lesquels, ou dans le voisinage desquels, en tout cas, la suite va passer une infinité de fois. Et maintenant, si on extrait de manière assez intelligente les éléments de la suite, on peut créer une suite qui converge vers l'un de ces points d'accumulation. Alors comment est-ce qu'on procède? On va procéder par dichotomie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on prend l'intervalle initial, on va le couper en deux. Et une fois qu'on l'a coupé en deux, comme j'ai une infinité d'éléments dans ma suite, il y a forcément l'un de ces intervalles qui va contenir une infinité d'éléments de ma suite. Je vais conserver cet intervalle, mettre à la poubelle l'autre. Voilà, donc je coupe en deux, j'élimine par exemple ceux de la gauche et je conserve les éléments de la droite. Dans ces éléments de la droite, je pioche un élément. Et je vais piocher l'élément qui a l'indice le plus petit. Donc là, en l'occurrence, c'est U0. Et je vais le mettre de côté. Et le U0 en question va constituer le premier terme de ma suite extraite. Puis ensuite, je recommence exactement le même procédé, mais en partant du demi-intervalle que j'ai obtenu. Donc je coupe ce demi-intervalle en deux, je sélectionne parmi les deux sous-intervaux que j'ai obtenus celui qui contient une infinité d'éléments, je prends dans ce sous-intervalle le plus petit élément, enfin l'élément de ma suite UN d'indice le plus petit, et je le mets dans ma suite extraite. Donc là, en l'occurrence, c'est U1, et je l'ajoute à ma suite extraite. Et je recommence ainsi. Je redivise mon intervalle. Alors là, pour le coup, les éléments U2, U3, U4 et U5 ne sont pas dans le nouvel intervalle que j'ai obtenu, donc je passe directement à l'élément U6. Donc on voit que la suite extraite qu'on obtient, ce n'est pas la suite UN initiale. Et on continue le procédé ainsi. Et vous voyez que donc, la suite qu'on obtient en procédant
de cette manière, c'est bien une suite extraite de la suite UN. On a les indices U0, U1, donc 0, 1, 6, 10, 16, 22 forment bien une suite croissante. Donc la suite U0, U1, U6, U10, U16, U22 est bien une suite extraite de la suite UN initiale. Et d'autre part, on voit qu'à partir d'un certain rang, tous les rangs sont contenus dans des intervalles de plus en plus petits. Et ça signifie essentiellement que la suite UN est une suite de Cauchy. Et les suites de Cauchy dans R sont des suites convergentes. Alors ça, je n'en ai pas encore parlé, mais on va le voir juste tout à l'heure. Vous voyez que ça semble vraiment converger vers un point. Ok, donc on continue de procéder de manière infinie. On obtient la suite d'éléments que je représentais avec des points roses. Et au bout d'un moment, on ne voit plus rien parce qu'ils sont quasiment tous situés au même point. Alors maintenant, on va passer aux critères de convergence qui nous permettraient de conclure la démonstration précédente. Donc le premier critère de convergence qu'on va donner, c'est justement celui qui nous permet de dire que toute suite de Cauchy dans R est convergente. Alors pour l'instant, on avait l'autre sens. On avait étudié les suites de Cauchy d'éléments de Q et on avait montré qu'elle convergeait vers un élément de... Si elle convergeait vers un élément de Q, c'était des suites de Cauchy. Maintenant, on va voir le sens inverse. Alors le sens inverse, c'est-à-dire si on avait une suite de Cauchy de Q, ce n'était pas nécessairement une suite de Cauchy qui était convergente dans Q. Toutes les suites qu'on a vues, c'était des suites de Cauchy de Q, elles ne convergeaient pas toutes vers un élément de l'ensemble des rationnels, notamment celles qui permettent de définir racine de 2 ou pi. Alors dans R, l'histoire est différente et tout se passe beaucoup mieux, c'est-à-dire que si vous avez une suite d'éléments de Cauchy, d'éléments de R, elle est nécessairement convergente dans le même ensemble, dans l'ensemble des réels. Donc on a une équivalence entre le fait d'être une suite convergente et une suite de Cauchy. Donc première application, si on souhaite établir le résultat de compacité que j'ai énoncé, pour conclure, on peut montrer facilement que la suite extraite est une suite de Cauchy, et on utilise ce critère de Cauchy pour en déduire que la suite est convergente. Deuxième critère, critère de monothénie. Donc, le critère de monothénie, ça va nous permettre, pour le coup, d'établir le fait que le nombre de l'air est correctement défini comme étant la limite de 1 plus 1 sur n exposant n. Je vous rappelle le nombre de l'air ou le nombre introduit par Bernoulli qui calcule les intérêts composés. Donc on avait déjà vu que c'était une suite croissante en fonction de n. On n'a pas démontré que c'était majoré, mais ce n'est pas très compliqué de montrer que c'est majoré. Et une fois qu'on a ces deux composés ensemble, ça implique que la suite UN est convergente. Je ne vais pas vous faire la démonstration non plus de ces différents critères que je vous donne. Alors, on a une version équivalente de ce critère de monothénie, évidemment, pour la décroissance. Si UN est une suite décroissante minorée, alors nécessairement, elle est également convergente. C'est parfaitement la situation parfaitement symétrique. Donc, puisque si UN est une suite croissante majorée, par exemple, moins UN sera une suite décroissante minorée. Et évidemment, dire que UN ou moins UN sont convergentes, c'est deux choses parfaitement équivalentes. Alors, pour illustrer ce petit critère, à nouveau, je ne vais pas faire de démonstration, mais on peut voir un petit peu ce qui se passe. Donc, imaginez que vous êtes dans une voiture et au bout de la route, il y a un mur. D'accord, donc vous avez deux options. D'autre part, votre voiture, j'ai oublié de préciser, ne possède pas de marche arrière et vous ne pouvez pas tourner non plus. Vous êtes dans une sorte d'allée assez restreinte. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est avancer. Donc vous avez une première option qui est essayer de traverser le mur, mais bon, ça c'est quand même pas conseillé, donc on va dire que c'est interdit. Et donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est avancer, mais vous n'avez pas le droit de dépasser le mur. Donc ça signifie que si on regarde votre position en fonction du temps, ça va constituer une suite qui est croissante parce que vous pouvez seulement avancer, et elle est majorée parce que vous ne pouvez pas dépasser la position du mur, là où se situe le mur. Et donc d'après le critère précédent, ça signifie que nécessairement vous allez converger vers un point. Donc converger vers un point, ça signifie plus ou moins qu'à un moment vous allez devoir vous arrêter quelque part.
En fait, ce n'est pas tout à fait exact parce que vous pouvez faire tendre votre vitesse vers 0, aller très 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 lentement, mais peu importe, vous n'allez jamais dépasser un certain point. Et le point le plus éloigné du mur que vous allez atteindre, ça va être là où la suite de vos positions va converger. Donc vous allez converger vers un point, même si vous ne vous arrêtez pas totalement. Enfin, tout simplement parce que vous ne pouvez pas dépasser le mur. Voilà pour une petite illustration de ce théorème. Alors maintenant, on va voir encore deux autres critères de convergence. Donc on en a déjà vu deux, ce qui est critère basé sur les suites adjacentes. Donc dire qu'on a une suite adjacente, les suites adjacentes c'est deux suites, UN et VN. Donc on considère UN une suite croissante, VN une suite décroissante. On suppose que UN est inférieur ou égal à VN et que la limite de la valeur absolue de UN et de VN est égale à 0. Donc si on a ces trois critères-là, on dit que les suites UN et VN sont adjacentes et on en déduit qu'il existe une limite L telle que à la fois la suite UN et la suite VN convergent vers L. En fait, c'est juste une application du critère de monotonie qu'on a vu précédemment, puisque la suite UN est croissante, VN est décroissante, donc c'est assez facile de montrer que la suite UN est croissante et majorée, donc elle est convergente. La suite VN va être également convergente. Et puis le fait que la limite de UN moins VN soit 0, ça signifie que les deux limites de UN et de VN coïncident. Une autre application du même ordre du critère 2, c'est le théorème des gendarmes, alors qui n'est pas spécialement utilisé en mathématiques, mais qui, à nouveau, juste le terme fait qu'en général, les étudiants le retiennent correctement. Donc si vous avez deux suites VN et WN qui ont la même limite, donc, on suppose que la limite de VN c'est L et la limite de WN c'est L. Donc, par exemple, ça pourrait être des suites adjacentes. Et on a une troisième suite, VN, qui est UN, excusez-moi, qui est encadrée par VN et WN. Et bien, de ces deux faits-là, on peut en déduire que la limite de UN est égale à L. Alors pourquoi ça s'appelle le théorème des gendarmes ? On pourrait peut-être l'appeler le théorème des policiers municipaux et cherchant à attraper quelqu'un pour vérifier son attestation de déplacement. Donc vous avez deux gendarmes qui sont représentés ici en bleu. C'est plutôt des policiers américains, mais peu importe. Et on suppose que les gendarmes ainsi que le voleur, qui est représenté là, ne peuvent se déplacer que le long d'une ligne. Et le voleur, il est compris entre les deux gendarmes. Donc VN, ça va être la position du gendarme de gauche, WN, la position du gendarme de droite à un temps donné, et UN, donc le voleur, il est compris entre les deux gendarmes, ça va être la position du voleur. Donc les deux premières hypothèses, c'est le fait donc nos hypothèses, c'est le fait que pour attraper le voleur, ce que vont faire les gendarmes, c'est qu'ils vont converger tous les deux vers le même point, c'est-à-dire qu'ils vont s'approcher l'un de l'autre, donc ils vont converger vers la même limite, et quoi qu'il en soit, ils vont toujours réussir à attraper le voleur, qui va également converger au même point, et ils pourront lui passer les menottes. Voilà, pour le théorème des gendarmes, une petite illustration graphique de ce que ça signifie. Bon, je vous remercie pour votre attention, ça va être tout pour ce cours. Et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Merci, au revoir.